Ce soir, à Philippe Raymond, il est le président de l'Association des ressortissants européens pour la Côte d'Ivoire. Philippe Raymond, bonsoir. Bonsoir. Tout ce qui se dit, tout ce qui se trame, tout ce qui s'applique désormais à la Côte d'Ivoire depuis quelque temps a fini par agacer le monde entier, non seulement les Ivoiriens, mais le monde entier. Et ce soir, Philippe Raymond est venu de Yamoussoukro, où il est enseignant, professeur agrégé de sciences industrielles à l'INHP de Yamoussoukro. Il est venu lui-même nous dire son ras-le-bol. Philippe, bonsoir encore. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à nous ce soir? Ce qui m'a amené jusqu'à vous, c'est que j'ai vécu toute la crise ivoirienne et je vois que malgré les élections, à l'heure actuelle, on est encore enlisé dans une situation abracadabrantesque et qu'on a l'impression que personne ne souhaite aider la Côte d'Ivoire. Et en tant que ressortissant étranger, je voulais dire aux Ivoiriens qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a beaucoup de gens qui les soutiennent et qui souhaitent les voir se sortir du pétrin actuel. Un pétrin qui éclabousse pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest, hein, puisque on ne comprend pas ce qui s'y passe. Est-ce que la Côte d'Ivoire est au banc des accusés pour avoir appliqué ces lois, ou y a-t-il, selon vous, une autre raison? Oui, ça touche toute l'Afrique de l'Ouest. On dit que quand la Côte d'Ivoire éternue, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est enrhumée. Et en fait, ce qui m'agace le plus, c'est que des nations comme les USA ou la France, qui sont tellement pointilleuses avec leurs lois, leur constitution, qui sont intransigeantes sur la constitution, se permettent de tenir des propos, de faire des jugements qui bafouent, qui foule aux pieds les lois et la constitution ivoirienne. Et ça, ce soutien de ces pays-là, des Nations Unies, de l'ONU qui ont suivi, ont mis la Côte d'Ivoire dans une situation pratiquement inextricable maintenant. Alors aujourd'hui, on voit donc toute cette communauté dite internationale qui s'acharne sur la Côte d'Ivoire. Et vous êtes ici, vous êtes ressortissant européen, vous êtes agacé par tout cela. Oui, bien sûr, parce que je vois que la Côte d'Ivoire piétine. Ça fait 10 ans qu'elle piétine, alors qu'elle a un énorme potentiel économique, elle a des possibilités de développement, et elle piétine parce que ceux qui veulent s'accaparer la Côte d'Ivoire s'entre-déchirent, et ceux qui en font les frais, ce sont les Ivoiriens dans leur ensemble. Alors ici, nous, et la sous-région. En tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains, on peut comprendre que nous soyons sidérés par ce qui se passe. Vous qui êtes Européens, est-ce que vous comprenez la démarche de gens, entre guillemets, de chez vous, sur la Côte d'Ivoire? Non, je suis souvent surpris de voir des gens comme les gens du Parti Socialiste tenir certains propos sur la Côte d'Ivoire et le président Laurent Gbagbo. Mais quand on fait une analyse historique du comportement de la France avec ses anciennes colonies, on s'aperçoit que si, par exemple, la gauche et la droite s'entre-déchirent en France, surtout en période électorale, quand il s'agit des anciennes colonies, ils sont tous d'accord. C'est-à-dire que pour bénéficier économiquement des relations avec les pays africains, là ils sont tous d'accord. Et il y a une espèce de consensus contre Laurent Gbagbo que je ne m'explique pas trop, où on pourra revenir dessus, j'ai peut-être une explication. Et je suis très surpris que certaines personnalités françaises aient pu tenir des propos comme Laurent Gbagbo est quelqu'un d'infréquentable. On va pas chercher loin, on va pas traîner, on va y aller tout de suite. Ces explications, ce sont lesquelles selon vous? L'explication qui n'engage que moi, c'est que contrairement à ses prédécesseurs, Laurent Gbagbo a dirigé ce pays comme une nation réellement indépendante et souveraine. C'est-à-dire qu'il prenait des décisions sans consulter à l'extérieur, sans consulter ni la France, ni l'ONU, ni le réseau France-Afrique.
Cela est un crime. Aux yeux de certains, on dirait que c'est un crime. Vous êtes professeur agrégé, donc vous savez ce que vous dites. Oui. Et donc je disais enseignant à Yamoussoukro, vous êtes en Côte d'Ivoire depuis 12 ans. Vous connaissez bien donc le terrain, l'environnement. Et ce que vous dites, c'est important parce que ça permet de comprendre comment d'autres personnes autres que les Ivoiriens ressortissants eux-mêmes réagissent devant ce qui se passe. Une élection se passe dans ce pays, les règles normales sont suivies et c'est le tollé à l'extérieur. Comment on peut l'expliquer? C'est-à-dire que le résultat des élections ne leur sied pas, ne leur convient pas. Et ils ont trouvé une pirouette pour donner d'autres résultats. Avec notamment cette certification qui est venue a posteriori, mais ça ne respecte pas du tout la procédure et la légalité. La légalité, elle est simple. Le Conseil constitutionnel a donné son résultat. Il est indiscutable. La commission électorale n'est qu'un organe technique qui organise les élections et qui donne des résultats bruts provisoires. Le Conseil constitutionnel épluche tout ça et donne les résultats définitifs. Et à partir de là, plus personne ne doit se prononcer. Chez vous, c'est comme ça aussi? Mais c'est la même chose. Dites un peu comment ça se passe chez vous. Eh bien, on l'a vu lors des élections de Tibéri à Paris. Tibéri avait gagné avec 800 voix d'avance pour la mairie de Paris sur son adversaire. 800 voix, c'est très peu sur Paris. C'est-à-dire qu'il avait la moitié plus 400 et l'autre avait la moitié moins 400. On a remarqué qu'il y avait eu des fraudes. Des gens étaient recensés, domiciliés dans des boutiques, dans des magasins, c'est-à-dire des faux électeurs, des électeurs venus de l'extérieur. Le Parti socialiste n'a pu démontrer que 450 fraudes effectives. Donc, Tibéri avait pratiquement toujours 400 voix d'avance. Le Conseil constitutionnel a annulé 450 voix, mais avec 400 voix d'avance, il a dit Tibéri est toujours élu. Bon, les socialistes étaient fâchés parce qu'ils disaient que sur le plan moral, il y avait eu fraude et qu'il est quand même élu. Et il a dit, on n'est pas revenu. Et Tibéri a été maire de Paris. Et puis ça n'a pas été le tollé, ça n'a pas été le feu. Juste une manif de protestation, c'est tout. C'est tout, pas plus. Tout. Chez vous, quand il y a des triches dans des régions, ça se passe comment? Il y a une région où... C'est-à-dire que les triches, elles ne sont pas vraiment avérées chez nous. Il y a eu le cas Chevènement qui a été particulier, c'est qu'il n'y avait que 30%, 30 et quelques pourcents de l'électorat qui s'est déplacé, et il avait gagné avec 50 et quelques pourcents de 30%. Et là, ils ont estimé que c'était trop faible. Donc on a recommencé les élections. Cette fois-ci, il y a eu plus de 50% de votants, et là, le résultat a été accepté. Il y a eu aussi Martine Aubry, Ségolène Royal, pour les élections internes au PS, oui. Le poste de secrétaire général du PS. Là, j'ai pas trop suivi. Parce que là, c'est des élections internes dans le parti. Alors, pour revenir à la Côte d'Ivoire, on essaie de comprendre pourquoi cet acharnement des grandes puissances sur la Côte d'Ivoire. Les grandes puissances ont des intérêts économiques dans le monde entier. Que ce soit les richesses agricoles, minières, pétrolières, et évidemment, là, c'est un jeu d'échecs. Chacun cherche à doubler l'autre et tout le monde veut se positionner. Bon, on connaît les richesses de la Côte d'Ivoire et chacun cherche à gagner quelque chose dedans. Donc, ils souhaitent avoir un interlocuteur qui leur convient, avec qui ils savent qu'ils pourront bien discuter, bien s'arranger. Bon, un ami, quoi, en quelque sorte. Donc, on préfère l'ami à la tête de la Côte d'Ivoire. Oui, que c'est. Et ce sera plus facile à... Voilà, quelqu'un le gâteau sera plus facile à distribuer. Voilà. À partager. Voilà. Quelqu'un qui, peut-être par le passé, a montré qu'il faisait des grandes faveurs. Alors, oui. Justement, je rebondis sur ce que vous dites là. La Côte d'Ivoire, quand Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, il n'a pas nationalisé. Tout est toujours pratiquement aux mains des Français. Alors, pourquoi cet acharnement? On penserait qu'il a tout arraché aux Français. Pourtant, vous avez tout, l'eau, le courant, le pétrole, le port, j'en passe. Vous savez,
en France aussi, quand la gauche est revenue au pouvoir, elle n'a pas renationalisé ce que Balladur avait dénationalisé. Bon, dans les dernières années d'Houphouët, on a privatisé et on a vendu essentiellement à Bouygues. C'est Bouygues qui était le plus gros bénéficiaire là-dedans, la compagnie d'électricité, compagnie des eaux, etc. Le téléphone, télécom, ça, ouais. etc. Bon, tout ça pour un franc symbolique. Hein, c'était Ça veut dire quoi, un franc symbolique? Ben, c'est-à-dire que comme on n'a pas le droit de donner une société d'État cadeau à quelqu'un, il faut forcément qu'il paye quelque chose. Alors à ce moment-là, on lui fait payer 1 franc. C'est pour ça qu'on dit que ce franc est symbolique. Alors, 1 franc, comme quoi ça a été pour acheté. prendre Côte d'Ivoire Télécom, Oui. pour prendre la CIE, Oui. pour prendre la Sodeci. Oui. À chaque société, c'est 1 franc symbolique. C'est à ce prix que la France a tout eu. Voilà. Dans des 90 à 93 en somme. Tout à fait. Et le justificatif, c'est que ces sociétés coûtaient à la Côte d'Ivoire. Par mauvaise gestion, etc. Ces sociétés coûtaient à la Côte d'Ivoire. Donc c'est mieux de les céder à 1 franc symbolique à des compagnies privées qui, elles, vont tout faire pour dégager des bénéfices, mais soulager l'État de certaines pertes. Et de cela, il y a 17 ans. Et donc la France a envie de remettre le couvert pour, pourquoi pas, répondre à la même chose. Ouais. Oui, bon, je pense qu'on a déjà beaucoup. Vous avez déjà beaucoup. Oui, mais il y a un potentiel énorme, c'est le pétrole. Ils ajoutent. Oui. Un congressiste américain a dit au Congrès, quand la Côte d'Ivoire produira son pétrole, l'Afrique de l'Ouest produira plus que l'Arabie Saoudite et l'équilibre mondial sera renversé. Ce pétrole-là, il est très important. Il est, sur le plan géopolitique, il est très important. Sur l'économie et sur le plan géopolitique. Celui qui aura le pétrole de Côte d'Ivoire, c'est beaucoup. C'est énorme. Il faut reprendre ça. Celui qui aura le pétrole de Côte d'Ivoire, oui. il prendra beaucoup de poids dans le concert des nations riches, des nations industrialisées. Celui qui aura le pétrole de Côte d'Ivoire va prendre du poids dans les nations industrialisées. Et cette Côte d'Ivoire qui du coup, son bonheur fait son malheur. C'est ce que je dis souvent. Je dis ce qui fait le malheur des pays qu'on dit en voie de développement, c'est leur richesse. Et comme je dis les pays dits en voie de développement, parce que plus souvent je les appelle les pays maintenus en sous-développement. Parce qu'on ne veut pas qu'ils exploitent eux-mêmes leur richesse, on veut les exploiter à leur place. Donc on les maintient dans une position d'infériorité. Et leur malheur, c'est que ces richesses sont convoitées. Les USA, par exemple, ne veulent pas exploiter leur propre pétrole. Ils veulent le conserver. Donc, il y a eu la guerre en Irak, en Afghanistan, en Iran, etc. La guerre du Golfe, tout ça. On sait que la France n'a pas de pétrole. Mais elle a des idées, elle a pris déjà le pétrole du Gabon, et elle vise celui de Côte d'Ivoire aussi. La guerre du Biafra, on savait que c'était lié au pétrole, et que la France était aussi impliquée dedans. En fait, tout revient à l'économie. Alors, si on voit tout cela, la position de la France en Côte d'Ivoire, donc liée à l'économie. Oui. Alors, comment comprendre que cette fois-ci, elle s'est alliée aux États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on n'est pas en train de partager ses gains potentiels en Côte d'Ivoire? Oui. Comme on dit, on fait alliance pour mieux manger l'autre. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire. On sait très bien que les USA visent aussi le pétrole du golfe de Guinée. Il n'y a pas que la France qui le vise, les USA aussi. Ils lorgnent là-dessus. Et en fait, bon, il y aura peut-être c'est pour tenter d'avoir un deal avec la France, je ne sais pas, là, je ne suis pas dans les arcanes à ce niveau-là.